Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce virtual Coffee Break. Nous allons aujourd'hui parler de votre data center en abordant trois sujets clés qui seront l'optimisation, l'automatisation et la prédiction du futur du comportement de vos workloads. Alors, ce sont des sujets ambitieux. Je m'appelle Philippe Charmant, je travaille chez Nutanix en tant que directeur technique des régions et je serai accompagné par Thomas Elliott. Thomas Elliott, comment vas-tu? Ça va très bien, merci Philippe. J'espère que ça va aussi bien de ton côté. Je suis Thomas Elliott Tolardo, ingénieur avant-vente généraliste chez Nutanix, avec certaines spécialités de par mes expériences sur la partie IOPS et opérations en général, d'où ma présence aujourd'hui. Merci Thomas Elliott. Alors chez Nutanix, vous savez qu'on active les fonctionnalités sous forme de services. C'est clé dans la façon dont on consomme le logiciel que l'on développe. Et on a aujourd'hui la possibilité, grâce à Thomas Elliott, de faire un zoom sur le control plane, où chez Nutanix, tout passe par Prism. Et donc, quand on se connecte à Prism, on a accès à tout plein de services que Thomas Elliott va nous détailler. Thomas Elliott, tu es prêt à nous faire quelques démonstrations de tout ça? Allons-y, parce que je suis connecté ici à Prism, donc c'est l'interface de notre plateforme. Et lorsqu'on se connecte sur la plateforme, justement, on arrive ici sur une partie dashboard. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on vous met à la fois à disposition un dashboard générique qui va vous présenter un certain nombre d'informations sur votre environnement, mais qu'après, chaque utilisateur va pouvoir se créer son propre dashboard. Donc je vais par exemple ici me créer un dashboard. Et de manière très simple, vous allez pouvoir ajouter les widgets qui vont vous intéresser. Parce que là, on est arrivé sur un premier dashboard très générique. Peut-être qu'il n'y a pas là où les informations sur lesquelles vous allez vous baser pour travailler et en tout cas pour repérer certaines choses sur l'environnement. Eh bien, avec ici la possibilité de se créer son propre dashboard, on va pouvoir configurer et paramétrer le ou les widgets qui vont nous intéresser. Donc, si je veux un ensemble d'informations concernant l'utilisation sur le cluster, je vais pouvoir ajouter ce widget. Je peux ajouter également celui-ci, une fois qu'il aura terminé. Sachant que chacun des... Donc on a un ensemble de widgets qui sont déjà disponibles, mais après on peut tout à fait customiser d'autres widgets avec donc peut-être une certaine partie de l'environnement, d'avoir un focus sur la partie production, ou en tout cas de repérer les informations qui sont vraiment les plus pertinentes. Si je On a quitte... construit en fait son dashboard personnalisé en fonction de ce qu'on aurait envie de surveiller, c'est ça? C'est exactement ça. On va pouvoir... Donc là ici, alors j'ai mis un seul widget, hein, mais on va pouvoir en mettre tout un ensemble en les déplaçant pour mettre peut-être en haut ceux qui auront une certaine priorité, et du coup ne faire apparaître que les informations les plus pertinentes. Et ça, chaque utilisateur va pouvoir se les créer. Alors, toutes les informations qui sont que l'on affiche ici, elles sont collectées bien par le système, que ce soit sur l'environnement de VM, sur le cluster, sur le hardware ou le réseau. Et toutes ces métriques, on peut évidemment les consulter. Donc, je vais regarder par exemple qu'est-ce que l'on collecte sur les VM. Donc, Alors, Thomas Elliott, ces métriques, elles sont accessibles, peu importe l'hyperviseur sous-jacent, c'est ça? Alors exactement, ça c'est une des caractéristiques aussi, hein, d'un environnement Nutanix, c'est que quel que soit le ou les utilisateurs, les hyperviseurs utilisés, on aura toujours accès à la même plateforme avec la même expérience utilisateur. Super. Me voilà ici
sur donc la liste des différentes VM. Je vais aller regarder la VM qui concerne en particulier Prism. Et voici donc toutes les métriques qui sont collectées par le système toutes les 5 minutes, hein, mais c'est quelque chose que vous pouvez modifier. Et ensuite, évidemment, sur chacune de ces métriques ou sur toutes les métriques, vous allez pouvoir paramétrer une alerte, un système d'alerting, soit à partir on va dire classiquement, de seuils de type statique. Donc là, on va dire, si je suis sur le CPU, hein. Si le CPU ici dépasse 90%, eh bien, je vais remonter une alerte par mail, typiquement. Euh, et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut avoir aussi comment dire, une alerte sur le comportement anormal qu'aurait la métrique. Donc je m'explique. On voit ici, je vais revenir ici. On voit ici sur la partie bleu clair que le système estime que la métrique à ce moment-là, parce qu'elle a étudié son comportement, devrait se trouver entre ces deux valeurs. Eh bien, vous pouvez tout à fait activer une alerte sur un comportement qui serait anormal, donc qui pour le coup n'irait pas au-delà ou en deçà d'un seuil statique, mais qui serait considéré par le système comme, enfin voilà, le système lui considère que c'est pas normal. Et du coup, vous préviendrez en conséquence. D'accord. On touche du doigt ici le fait que la plateforme, eh bien, elle va collecter de l'information au fur et à mesure du temps, et donc apprendre à partir d'un historique avec des mécanismes de machine learning, et ce qui typiquement vous permet ensuite d'afficher ce genre d'informations. Ça a l'air tout simple, mais c'est quand même puissant ici de pouvoir voir quels sont sur tous mes environnements, parce qu'ici, comme tu le disais Philippe, on a plusieurs clusters avec dessous différents hardware et différents hyperviseurs. Bien sûr, tous mes environnements, quels sont les VM qui se trouvent ici être surprovisionnées. Donc celles qui, on leur a donné un certain nombre de ressources, on leur a loué un certain nombre de ressources et pour le coup elles ne les utilisent pas du tout. Donc ça donne du conseil, euh, comme si on avait finalement un expert connecté en temps réel sur la plateforme et qui peut amener finalement un sysadmin qui n'a pas cette expertise ou ce temps ou ces outils à venir focaliser sur du gain pour avoir une plateforme qui fonctionne le plus justement. C'est ça? L'idée c'est vraiment, Philippe, oui, t'as raison, d'éviter tout gaspillage. Donc gaspillage, comme je le disais ici, parce qu'on a eh bien des machines virtuelles qui sont trop provisionnées, donc qui pourraient rendre une partie des ressources qu'on leur a données. Encore pire, j'ai envie de dire, les VM qui elles sont complètement inactives, ou au contraire, des VM qui seraient contraintes. Donc là, des VM qui, de manière répétée, parce que c'est bien là l'idée, hein, on a étudié le comportement de toutes les VM et sur certaines, on voit un comportement qui va être répété sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, pour dire que elle se trouve souvent en état contraint. Et si après je clique dessus, je vais pouvoir savoir, bien on va y aller, eh bien je vais pouvoir savoir quels sont ces VM et en particulier quelle était la métrique concernée. Alors ici par exemple on a tout un ensemble de VM qui à chaque fois manque de mémoire. Donc ça va pouvoir rapidement mettre le doigt sur des manquements peut-être dans l'environnement. Et la dernière catégorie, c'est un peu plus spécifique, ce sont des VM qu'on appelle bully. Donc en fait, c'est des VM qui vont, de par leur utilisation, euh, en général contrainte, empêcher d'autres VM d'accéder à des ressources, enfin au CPU ou à la mémoire par exemple. Ok, c'est vraiment intéressant et j'aime bien ce principe de ne pas gaspiller. C'est un principe essentiel. Je crois que plus tard, on verra tout à l'heure dans une démonstration la façon dont on peut imaginer la croissance d'une infrastructure qui permet aux clients finalement de dimensionner juste leur solution et de ne pas aller surprovisionner des ressources qui ne seraient pas utilisées. Mais je m'avance peut-être un petit peu dans tout ce que tu as prévu de nous montrer.
Après là, tu l'avais sur le bout de la langue, je pense, le mot capacity planning, donc qui est aussi quelque chose d'extrêmement important lorsqu'on doit gérer un environnement et d'autant plus quand il va se complexifier. Eh bien, pour simplifier justement cette tâche, sur l'interface, vous pouvez afficher le capacity planning estimé pour la plateforme. Donc c'est ce qu'on appelle ici le cluster runway. Donc on va les détailler celui-ci. C'est l'idée que le système va estimer en fait si la tendance actuelle se confirme, à quel moment il va arriver à saturation. Donc là, on a sur chacune des métriques le rapport en question. Et par exemple, ici, sur la partie stockage, il nous dit, avec l'utilisation que vous avez aujourd'hui, vous allez arriver à saturation d'ici 238 jours. Donc, si il n'était pas prévu de rajouter de projets avant plusieurs centaines de jours, eh bien, la plateforme va pouvoir encaisser la charge grandissante. Par contre, si on avait justement projeté d'ajouter de nouvelles, peut-être de nouvelles workloads sur votre environnement Nutanix, dans ce cas-là, on peut plus rapidement se retrouver contraint. Alors, je disais, arriver à saturation, c'est pas tout à fait ça. Le point ici, le point en rouge, où à partir duquel le système va vous avertir, eh bien, c'est le moment à partir duquel vous n'êtes plus en capacité sur ce cluster de perdre un nœud. Donc, ça vous prévient même du fait que vous n'aurez plus finalement ce levier et cette haute disponibilité inhérente à la plateforme à partir de 238 jours sur en tout cas la métrique stockage. Et Philippe, tu l'as brièvement aussi tu l'as brièvement teasé, il est possible d'aller plus loin en fait sur cette partie capacity planning en se créant eh bien, des scénarios. C'est ce que l'on va faire ici. Alors, je vais peut-être pouvoir créer un scénario pour la démo en question. On nous montre ici l'état actuel du système avec la charge existante. Et ce que l'on va pouvoir faire, c'est eh bien ajouter de nouvelles workloads parce que l'on sait que l'on va avoir un nouveau projet de type, disons, VDI. On sait on va devoir ajouter un ensemble de nouveaux utilisateurs ou carrément un nouvel environnement VDI. Donc je remplis un ensemble de paramètres et notamment le paramètre assez crucial du nombre d'utilisateurs. Je sais que le projet il va démarrer d'ici début d'année prochaine. Donc on est au 1er janvier. Et je sauvegarde. Et à partir de là, eh bien, le système va simuler la charge relative à ce nouveau projet, à cette nouvelle workload, et nous dire que là, on va arriver à saturation. Donc, évidemment, toujours sur le stockage, on va arriver à saturation plus rapidement, mais surtout ici, au niveau de la mémoire, on sera saturé à partir de 137 jours. Et en fait, on va pouvoir choisir eh bien, quelle est la cible pour mon capacity planning. Donc, si je veux avoir une visibilité sur 12 mois, donc sur un an, on se retrouve ici bloqué. Donc, on ne va pas avoir suffisamment de ressources pour avoir un capacity planning qui est, on va dire, valable pour un an. Eh bien, pas grave, j'appuie ici sur recommandation et le système va estimer combien finalement de ressources supplémentaires je vais devoir mettre dans l'environnement et à quel moment pour pouvoir encaisser la charge qui est liée à eh bien, ce nouveau workload. Donc là, il me dit qu'avec 2 nouveaux nœuds Nutanix, je vais pouvoir avoir un an de tranquillité finalement, où mon capacity planning n'arrivera pas à saturation. Ah, c'est génial, j'adore, c'est vraiment quelque chose de simple,
qui parle à tous les clients qui utilisent déjà les solutions. Souvent, le terme utilisé de cette partie capacity planning simulée, je crois qu'on appelle ça le what if, les what if scénarios, notamment en solutions génériques dans la supervision et dans les ops. Merci Thomas Elliott, c'est très clair. En tout cas, les clients qui l'utilisent ont la chance de pouvoir lutter contre le gaspillage et on tient vraiment à ce que les clients qui sont déjà clients Nutanix ou les futurs aient la possibilité de ne pas aller vers le surprovisioning sans prendre de risques grâce à une lecture claire et juste de ce qui se passe chez vous avec une valeur projetée qui vous permet d'avoir une vision et de vous permettre d'investir de l'argent dans des dépenses informatiques qui sont nécessaires. Voilà. Donc, et tout ce qui n'est pas nécessaire n'est pas fait. C'est vraiment une clé pour réussir un projet Nutanix et vous exprimer pleinement sur ce qu'on est capable de faire. C'est, s'il vous plaît, ne faites pas de surprovisioning et dimensionnez juste, faites de l'acquisition juste et ayez une vision grâce à Prism qui permettent finalement d'avoir ce juge de paix en temps réel et cette expertise intégrée. J'adore ça, double pouce. Merci Thomas Elliott. Qu'est-ce que tu as prévu de nous montrer maintenant pour la suite? Eh bien, ici, tout ce qu'on a pu voir, en plus d'avoir cette vision donc sur l'interface, il est possible de restituer cette information via des rapports. Donc ça, c'est souvent aussi quelque chose qui est apprécié par les équipes. C'est la possibilité d'avoir de manière automatique des rapports qui vont être envoyés aux personnes concernées. Donc de la même manière que pour les dashboards, on pouvait se créer sa propre interface, et bien ici au niveau des rapports, je vais simplement venir ajouter les vues qui vont me concerner. Donc là on parlait de Kappa Planning, et bien je vais pouvoir rajouter les trois pour chacune des ressources le Kappa Planning concerné. Si on fait la lutte contre les VM qui sont mal dimensionnés, je vais pouvoir aussi me faire une partie ici qui regroupera l'ensemble de ces VM et qui me pointera ça typiquement le lundi matin, ou enfin, une fois par semaine ou une fois par mois en fonction des rapports que vous définissez. Vous le choisissez ici, le schedule pour ce rapport-là. Avec donc là vous choisissez sur quelle est la durée sur laquelle vous basez. Vous pouvez envoyer le rapport et le système ensuite de manière automatique va le générer et vous le fournir. Donc là vous voyez qu'on a tout un ensemble de vues qui sont prédéfinies et des vues aussi que vous allez pouvoir customiser, donc pour ne travailler peut-être que sur un environnement de production ou alors que sur l'environnement de base de données si vous avez un environnement assez large et varié. Donc de la même manière, en quelques clics, on va venir se créer son rapport et avoir une vue sur la plateforme à partir toujours des données historiques qui sont collectées. Merci Thomas Elliott. Alors on a parlé d'optimisation, de supervision et de la surveillance, de conseils, de voir un peu ce qui allait se produire dans le futur ou de tenter de l'estimer. On n'a pas parlé d'automatisation. Qu'est-ce que tu nous réserves? Eh bien, allons-y. Sur la partie automatisation, donc nous, on appelle ça des playbooks. Donc c'est la possibilité qu'on a dans l'interface Prism, eh bien de se créer un ensemble de moteurs d'automatisation. Alors comment ça fonctionne? Vous avez un déclencheur pour ensuite lancer le playbook. Ces déclencheurs peuvent être divers, soit à partir d'une alerte, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de faire. Alors je l'ai pas montré, hein, mais les alertes, vous pouvez tout à fait les configurer par catégorie, par ensemble de métriques, pour ne pas avoir à les faire une par une, bien évidemment.
Et lorsque vous avez donc une alerte d'un certain type sur un certain environnement, et bien ensuite déclencher un ensemble d'actions. Ou encore déclencher un playbook peut-être à un certain temps, que ce soit une fois par semaine ou pendant un week-end. Ou encore, l'automatisation n'étant pas toujours la réponse à tout, un déclencheur de type manuel. Et après, on a aussi certaines choses avec, comme on peut s'interfacer avec tout un ensemble d'outils qui gravitent autour de la plateforme Nutanix, on va pouvoir aussi, sous forme de webhook, déclencher des playbooks. Donc, disons qu'on va avoir ici un déclencheur manuel. Je vais pouvoir ensuite ajouter tout un ensemble d'actions une fois que ce déclencheur est lancé. Donc les actions sont de différents types. Je viens de le dire, on peut s'interfacer avec un ensemble d'outils, en particulier typiquement des outils de ticketing. Donc on va pouvoir ici sélectionner le fait d'ouvrir automatiquement un ticket sur l'outil en question lorsqu'un déclencheur est lancé. Si on a une alerte, on peut automatiquement l'acknowledge, donc dire qu'elle elle est prise en compte. Prise en compte de telle manière, eh bien, parce qu'on a typiquement déclenché un ticket, parce que l'on a envoyé un email à un admin. Et après, on va pouvoir faire des actions aussi directement correctives. Ça, c'est assez intéressant parce que eh bien, des actions qui seraient répétitives sur le système, typiquement pour tout ce qui est les VM hein, qu'on a pointé tout à l'heure, on va pouvoir automatiquement réduire la mémoire ou réduire en tout cas une des ressources sur la VM en question. Donc je pourrais typiquement avoir un trigger qui serait l'alerte. On me dit que cette VM se trouve être régulièrement contrainte. Eh bien je vais prévenir par mail la personne là où les personnes concernées. Donc on a un ensemble ici de paramètres à remplir. Derrière, je vais pouvoir, disons, faire un snapshot de la VM à ce moment-là. Donc là, je viendrai choisir la VM en question. Je vais l'éteindre. Et ensuite, eh bien, je vais lui réduire la ressource en question. Donc là, disons, on va lui ajouter de la mémoire. Donc je vais lui ajouter 1 giga par 1 giga dans la limite, disons, de 12 gigas. Et voilà, de manière très simple, ici, tout un workflow qui peut être finalement assez complexe avec beaucoup de tâches manuelles, on va l'automatiser ici via ce playbook. Et comme je le disais ensuite, on peut déclencher un playbook via un élément extérieur, ce qui va pouvoir typiquement vous permettre d'exécuter un script sur la machine concernée, que ce soit en SSH ou sur un Windows en PowerShell. Aussi, ça peut être intéressant d'attendre un certain temps pour voir si eh bien l'alerte ne se résout pas d'elle-même, si c'est pas quelque chose d'extrêmement critique. Donc voilà, tout un ensemble d'actions à votre disposition, des actions que vous pouvez évidemment vous construire vous-même, hein, vous configurer un peu plus précisément pour intégrer ensuite au workflow qui est important d'automatiser pour vous. Merci Thomas Elliott. Donc, si je comprends bien, le playbook reprend le principe en algorithmie de IFTTT. Si ceci, alors cela. Donc c'est très simple. Avec ces fameux triggers, ces fameux tests, on a aujourd'hui une palette très large de pouvoir faire des choses qui sont automatisables. J'ai envie de dire, la seule limite à tout ça, c'est l'imagination. Alors oui, c'est ça, les seules limites, ça va être les cas d'usage que l'on va pouvoir mettre en œuvre, en tout cas sur ces playbooks-là. Il n'y a vraiment pas de limite, c'est en fonction du besoin. Ok, super.
On essaie de faire un tour sur la gestion du cycle des mises à jour logicielles, Thomas, Elliot? Alors, effectivement, ça c'est quelque chose d'assez critique, de souvent complexe. Et bien chez Nutanix, on vous permet de faire ça de manière très simple. Vous avez ici dans l'interface du lifecycle tous les services que l'on a activés, comme tu disais Philippe, à la volée sur la plateforme et leur version courante. Et ensuite, on peut faire un inventaire enfin, on peut remettre aussi peut-être à jour ou en tout cas de manière régulière, peut-être faire l'inventaire sur tout le système. Et ensuite, sur l'environnement, on va nous dire quelles sont les mises à jour disponibles. Donc là, je sais que j'ai un ensemble de services à mettre à jour, dont la partie Prism en elle-même. Je choisis le ou les services concernés, sachant que si je clique ici sur un service qui a une dépendance, le système le sait et va mettre à jour eh bien les deux services. Et de manière très simple, je vais pouvoir updater mon système. Donc là, fini enfin, tout ce qui est matrice de compatibilité, c'est géré ici par ce service-là. Et ça simplifie grandement les choses lorsqu'il s'agit de maintenir l'environnement à jour parce que et on sait combien c'est important. Tu as dit un mot qui est clé, Thomas Elliott, tu as parlé de simplifier grandement les choses. Dans tout ce qu'on vient de voir, et pour conclure sur la partie Life Cycle Management, LCM, le pan, ce qui nous inspire, ce que je disais en introduction tout à l'heure, c'est l'expérience utilisateur, et l'expérience utilisateur passe par la simplicité, ou l'idée de la simplicité. Aujourd'hui, quand on voit la complexité du monde de 3 tiers, N tiers qu'on retrouve dans tout système informatique historique ou dans d'autres technologies, même dites hyperconvergence, il est devenu pour beaucoup de clients complexe de gérer ce cycle de vie et avoir une solution qui, depuis une seule et même interface, gère la mise à jour logicielle du back-end, du front-end, du control plane, du data plane, du matériel sous-jacent, quel qu'il soit, que ce soit les cartes mères, les disques, etc. C'est un gain absolu d'efficacité, de fiabilité, et nos clients sont présents pour en témoigner. Et donc c'est vraiment cet ADN. On a vu là, on a parlé de multi-hyperviseur, donc la liberté de choix et de simplicité. Je dirais que depuis toujours chez Nutanix, ça nous constitue. On verra dans d'autres prochaines vidéos des solutions autour de services un peu plus avancés. J'ai pas envie de dire complexes, mais différents, qui seront autour de conteneurs, autour de databases. On va rentrer dans des services de stockage, etc. On va avoir une exploration qui va vous être dévoilée dans notre Virtual Coffee Break, avec des annonces aussi du Next. Et j'espère qu'on continuera à vous démontrer tout ça. Thomas Elliott, je ne sais pas si on a tout vu là, ou on a terminé, je crois, non? Alors, en tout cas, sur ce que je voulais montrer, on a terminé. Je trouve vraiment très bien ton idée de simplicité et ouverture. Pour moi, c'est ce qui nous définit chez Nutanix. Merci beaucoup, Thomas Elliott. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça a été instructif. Et bah, à très bientôt. Merci à tous, à bientôt.